Auguste, bonjour. Bonjour. Alors, je t'apprends rien. Depuis un moment, le rappeur Amron a été arrêté d'une manière assez discutable au Togo. Amené à l'hôpital psychiatrique de Zébé. On lui aurait diagnostiqué des troubles psychiques. Il est sous traitement. Après, on sait tout ce qui s'en a suivi. Est-ce que tu comprends aujourd'hui que l'arrestation d'un artiste, d'un rappeur qui faisait ses bruits sur TikTok depuis un moment et que cela ne suscitait pas trop d'engouement, arrêter sur cette personne-là, quand on sait qu'au préalable, on a déjà arrêté des gens dans ce pays, je peux citer le plus récent, c'est le cas de Affectio, qui est un poète qui a écrit, selon les délibérations de la justice, qui aurait écrit un poème tendancieux qui remettrait à mal un peu la légalité ou bien la stabilité du Togo. Et il s'est rien passé du tout. Et maintenant qu'on arrête juste un rappeur de rien du tout et le pays s'embrase, est-ce que tu comprends un peu cet état des choses? Alors, moi je suis assez étonné qu'on ait pu arrêter Monsieur Affectio et Amron pour une simple raison. Une raison, mais somme toute banale. C'est que ce sont des artistes. Et donc, fondamentalement, si ce sont des artistes et qui sont reconnus comme tels, ils sont dans leur rôle. Le fait qu'on ait pu leur reprocher ce qu'ils ont dit éclaire sur le fait qu'on ne connaisse pas à quoi sert un artiste. Un artiste, c'est quelqu'un qui va fixer dans une œuvre son ressenti par rapport aux vicissitudes de l'instant. L'artiste, c'est le témoin, c'est celui qui grave dans le marbre ce qui s'est passé dans l'instant, son ressenti. C'est pour ça que vous avez les griots. Un griot va faire la généalogie d'un roi, va raconter ce qui s'est passé, et ainsi de suite. Donc un artiste, fondamentalement, c'est ça. Celui qui va faire de la danse contemporaine va s'inspirer de son milieu et de ce qu'il y a présentement. Celui qui écrit un livre va s'inspirer de ce qu'il voit présentement. Ceux qui font des films, c'est la même chose. Et donc, fondamentalement, ils sont dans leur rôle. La preuve en est que, je vais donner quelque chose de banal, lorsque nous allons à l'école, au primaire, on apprend aux enfants « Afrique, mon Afrique ». « Afrique, mon Afrique » est un poème engagé. On apprend Dimboko Pulo Condor. Dimboko Pulo Condor de David Diop est un événement contemporain de sa période, c'est un événement engagé. Donc, il n'y a pas à s'attaquer à l'artiste qui fixe dans le marbre ce dont il est témoin. Il faut s'attaquer à ce qu'il a vu. Parce que lui ne relate qu'un témoignage. Et de ce fait, si on devait arrêter tous ceux qui font le témoignage, on n'aurait pas de culture au Togo. Parce que la vérité, c'est qu'il n'est pas le premier. Ils ne sont pas les premiers à avoir parlé de ça. Les mouvements de slam, de reggae, de rap, les artistes contemporains, les danseurs, ils sont très nombreux. Si tu veux, ce qu'on reprocherait à Amron, c'est la manière, pas forcément ce qu'il dit, mais le ton, c'est discutable. On peut dire qu'il a des mots assez crus, selon ce qu'il ressent, c'est discutable, mais c'est ce qu'on lui reprochait, qu'il n'a pas eu la manière. Alors, qu'il n'ait pas eu la manière, effectivement, c'est vrai, ce serait hypocrite de dire qu'il n'a pas eu des mots assez crus. Mais en réalité, ce qui intéressait les gens, c'est pas la forme. Ce qui intéressait les gens, c'est le fond. Ce qui intéressait les gens, c'est de savoir est-ce que ce qu'il a constaté est vrai? Est-ce que vous constatez la même chose? Maintenant, la manière dont il a dit, le côté, comment dirais-je, très théâtral, très dénonciateur, très provocateur, oui, mais alors si c'est dans ce cas-là qu'on l'attaque sur la forme, ce que les gens ont eu comme impression, c'est qu'on l'attaquait sur le fond. Sauf que le problème avec le fond, c'est que le fond,
c'est quelque chose qui est répété depuis 10, 15, 20 ans. Donc, le fond n'est pas exceptionnel. Les gens sont dans... Nous sommes fatigués de ce qui a été constaté et que nous constatons. Maintenant qu'on dise la forme, alors je vais vous donner une anecdote pour la forme. Dans ce pays, sur environ une dizaine d'années, on a eu des journaux satiriques qui dessinaient le chef de l'État comme étant un homme libidineux. On faisait des caricatures. Vous parlez de Sika. Pour ne pas les nommer, on faisait des caricatures périodiquement, régulièrement, d'un chef d'État libidineux. Alors pourquoi maintenant? Est-ce que ces journaux ont été attaqués? Non. Pourquoi maintenant? Pourquoi justement maintenant l'arrêter? Et pourquoi cet embrasement selon vous? Je pense que l'erreur, ça n'a pas, l'erreur n'a pas été fondamentalement de l'arrêter. L'erreur a été de comment il a été arrêté. Ça veut dire que vous preniez Monsieur Affectio, que vous preniez Monsieur Tchala, que vous leur adressiez une convocation pour les entendre sur la façon, sur un certain nombre de propos, qui est une décision, une procédure de justice, ça, ce sont les normes, ça. Ce qui a choqué les gens, c'est le fait que on arrive à une séquestration. Et que ce jeune-là, qui a une famille, on ne le voit plus. Qu'on nous parle de problèmes psychiatriques. S'il y a problème psychiatrique, on se sera attendu à ce que ses propres parents en témoignent. Mais les propres parents qui sont dans la même maison que lui, au vu de ce qui est diffusé sur les réseaux sociaux, ne sont même pas au courant que leur propre fils est malade. Donc, en réalité, s'il y a engouement autour de la personne d'Amron, c'est parce qu'en réalité, ceux qui l'ont arrêté se sont arrangés pour qu'il soit un martyr. C'est ce vers quoi on s'achemine. C'est-à-dire, on l'aurait convoqué. Il aurait répondu de ses actes. Il serait rentré à la maison, qu'il n'y aurait pas tout ce qui s'est passé. Là, ce qui se passe, c'est qu'on a pris quelqu'un, on l'a interné, et du fait de l'avoir pris et interné, jusqu'à maintenant, les gens observent ce qui va lui arriver. Donc la personne là, elle est sous votre responsabilité. Ça sous-entend que s'il lui arrive quelque chose, vous retrouvez demain les gens dans la rue. Donc fondamentalement, c'est pas lui la source de l'instabilité. C'est comment vous gérez la personne qui en réalité est dans son rôle, qui est celui d'un artiste qui parle de son quotidien, des généralités du pays. Après, quand il s'adresse, quand il fait sa vidéo et qu'il s'adresse, qu'il dit voilà, on a ceci, on a cela, il y a des Togolais qui disent oui, on est d'accord, et puis il y a d'autres Togolais qui ont dit non, oui, mais tu sais ce que tu as dit. Ça c'est. Donc fondamentalement, ce qui a transformé ces deux personnalités en icônes, c'est la réactivité, dont la violence dont on a fait preuve envers eux pour ceux qu'ils ont écrit, alors que sur 5, 10, 15, 20 ans, des gens ont écrit pire, des gens ont fait pire. Amron faisait ses vidéos. Il avait des suiveurs, il avait des fans, mais personne n'a osé relayer ses propos. Personne. À la limite, il y avait des extraits qui circulaient sur la toile. Mais depuis son arrestation, c'est comme si on a sonné le glas. C'est comme si on a dit, Togolais, parlez maintenant, ouvrez les caméras et dénoncez. Or, nous savons que avant l'arrestation de Amron, il y avait l'état de psychose au Togo. Personne ne voulait parler. Même quand les journalistes sortent la caméra, personne ne voulait faire des interviews pour se prononcer sur le cas togolais. Mais où est-ce que les Togolais ont trouvé cette force-là, l'audace d'ouvrir la caméra et de commencer par être le relais de Amron, de ses propos? Amron, il a été, si vous voulez, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase.
on est dans un pays où les gens sont très introvertis. Et dans un pays où les gens sont très résilients. Le Togolais, c'est quelqu'un qui a subi dans son pays des choses que on est incapable de faire dans des pays voisins. Il y a des choses qui se sont passées au Ghana. Par exemple, je vais donner un exemple. Quand on parle de l'électricité, je me rappelle qu'une époque, il y a eu une crise électrique au Ghana. C'était énorme. 1-2 semaines, tout le monde était dans la rue, hein, Ouais. au Ghana. Vous avez vu les manifestations au Sénégal. Quand on a eu l'arrestation de Sanko, j'ai été dans la rue. Vous avez vu au Bénin, une époque, quand il y a eu les manifestations pour la bourse des étudiants. Et bien, ils étaient dans la rue. Le Togolais, lui, Il a encaissé. il a encaissé. Le Togolais, c'est un peuple qui a, je me rappelle à une époque, on a fait un an et demi de délestage, ou 2 ans de délestage. Ouais. À une époque. C'était vieux, ouais. C'était vieux. C'est un pays où les gens ont encaissé un SMIC qui parfois n'était même pas respecté par les employeurs. Mais ils acceptaient. Ils acceptaient. C'est un pays où les gens avaient des problèmes pour avoir des adductions d'eau. Mais ils ont accepté. C'est un pays où les gens, ils emmenaient leurs enfants à l'école. Et il fallait se battre des coudes pour que l'enfant puisse avoir une petite place. Mais ils encaissaient. Et à chaque fois qu'ils se levaient et qu'ils disaient, on veut dire, on leur tapait sur les doigts, on dit non, ne dis pas, tu fais politique. Et c'est resté encore dans les mœurs. Chaque personne au Togo qui, dans son élan, a envie de revendiquer, quelle que soit la strate, a toujours la peur d'être réprimé et tout le monde lui dit, tais-toi. Donc fondamentalement, c'est un peuple introverti. C'est un peuple qui voit, c'est un peuple qui sait, c'est un peuple qui retient, mais c'est un peuple introverti. Et donc, de façon récurrente, on n'a jamais pu prévoir au Togo les explosions de violence. Je me souviens, il y a une anecdote, une année, c'est une affaire d'augmentation d'essence. Une petite augmentation d'essence, les gens sont sortis, les personnes, on a brûlé un bus, et ainsi de suite. Et donc, il y a des choses avec lesquelles il ne faut pas s'amuser au Togo. C'est-à-dire, il ne faut pas présumer de l'élasticité de la résilience togolaise. Oh bon, si on leur fait ça, ils vont rien dire. C'est une erreur fondamentale. Il faut pas la faire. Il faut même pas y toucher. Et c'est ce qui a été fait. C'est-à-dire, on a terminé. Alors, cette année, on a appris aux Togolais qu'il n'aurait pas d'élection présidentielle. On a changé sa constitution. On a nommé un nouveau président. On a pris un nouveau président du conseil. On n'a pas fait 1-2 semaines. Vous augmentez l'électricité. C'est un peu trop. Alors que vous savez pertinemment, à moins que vous soyez coupé du pays, vous savez pertinemment que les gens, ils n'ont pas encaissé. C'est clair, c'est net. C'est-à-dire, c'est pas parce que le Togolais se tait, ne dit rien, il se lève, il va au boulot, il fait son petit business, il va se lever le matin 4 heures, essayer de se battre, comment il va gérer sa famille, sa femme, ses enfants. C'est pas parce qu'il ne dit rien Qui ne ressent rien. qu'il ne ressent rien. Il faut pas faire l'amalgame. C'est pas parce qu'il ne dit rien qu'il ne voit pas. Et là où je trouve hypocrite le fait d'avoir arrêté Amron et monsieur Affection, je vais le préciser, c'est qu'il faut bien comprendre. Les scandales ne viennent pas de ceux qui s'opposent au gouvernement ou au parti au pouvoir. C'est ça le plus ridicule. C'est-à-dire, les scandales ne viennent pas de personnes qui les auraient attaqués. Absolument pas. Les gens sont chez eux et ils apprennent des scandales successifs. On leur dit, ah ok, tu sais, il y a eu tel problème, voilà l'électricité, ce qui s'est passé. Ah, tu as vu l'essence? Ah, voilà, c'est ce qui s'est passé. Ah, tu as vu pour l'hôpital? Ah, voilà, c'est ce qui s'est passé. À l'OTR, il y a eu... Et on empile. On empile. Les gens oublient que lorsque vous prenez prenons le cas de certains détournements. Mais si vous détournez, le Togo, c'est un petit pays où tout le monde se connaît, tout le monde est plus ou moins lié familialement. Si vous allez acheter une voiture de luxe, vous claquez un 20 millions, mais les gens, ils voient.
Si vous prenez de l'essence 100 000 francs à la même station d'essence, mais le pompiste, il voit, il sait. Le zémidjan sait, la femme de ménage il sait, l'électricien, le jardinier, ils savent, celui qui vient. Mais les gens, ils savent. Le pays est compartiment. Oui, les gens, ils savent, ils sont au courant. Il faut pas penser que c'est parce que les gens, ils voient pas. Ils savent pas. Alors, au Togo, on a un terme, on dit le panjodge, ceux qui sont les courtisans. On a les petites demoiselles. Mais le courtisan qui vous tourne autour et à qui, au détour d'une, comment dirais-je, d'un mot gentil, vous lui donnez 2 billets, 3 billets, mais il voit. C'est ça un peu. Donc, le problème fondamental du pays, c'est que on se retrouve avec des gens qui n'arrivent plus à se projeter. Et c'est ça qui est dangereux. Ils n'arrivent plus à se projeter pour eux-mêmes. Ils n'arrivent plus à se projeter pour leur propre progéniture. Si les gens se projettent pour leur progéniture, mais ils s'en foutent. Si tu sais que non, que ok d'accord, bon toi c'était un peu compliqué parce qu'il fallait construire le pays, mais que ton enfant va être docteur, va avoir un bon salaire, va pouvoir construire une famille, ainsi de suite, mais tu souris, tu t'en fous. Mais si à un moment tu t'inquiètes pour toi-même, et tu t'inquiètes pour tes enfants, au point que dans les familles au Togo, une famille qui réussit estime que c'est parce qu'elle a des membres de sa famille à l'extérieur. Il y a un souci. Parce que c'est ça, par exemple, un des paradigmes actuellement au Togo. Quelle que soit la strate, y compris la strate privilégiée, le cachet de la réussite, c'est le fait d'avoir soi-même la possibilité d'aller à l'extérieur et revenir et d'avoir parfois une double nationalité, ou de pouvoir l'obtenir pour ses propres enfants. C'est ça le cachet. Les gens en sont à un niveau où ils se disent, si je suis condamné à rester au Togo, je suis foutu. Et donc, c'est pas possible de pouvoir, comment dirais-je, mener un pays en ayant une population qui a ça dans la mentalité. Et le pire dans tout ça, c'est que même si après on voit au niveau des, on tourne au niveau des couleurs, ceux qui arrivent à atteindre ne serait-ce que le noyau, le cercle et ainsi de suite, on se rend compte que c'est les mêmes paradigmes. C'est comment je vais prendre le cash, comment je vais sécuriser la famille, mais sécuriser la famille, c'est lui garantir l'accès à l'extérieur. Alors, donc si tout le monde rêve de l'extérieur, comment est-ce que les gens construisent le pays? Effectivement. Alors, terminons avec la dernière partie de cette émission en interrogeant un peu la réaction, la réponse du gouvernement, à savoir, c'est peut-être Faure Gnassingbé, l'adage est dit, né au soin kokoloa, à son avako. Pensez-vous que dans sa conscience, mais conscience, dans sa volonté ou involonté, si on peut le dire ainsi, c'est une décision volontaire qu'a prise Faure Gnassingbé d'assujettir son peuple. Depuis aisément. On ne va pas le rendre comptable du bilan de son père, puisque lui-même il a dit que mon père c'est mon père, moi c'est moi. Ne parlons pas de son papa, parlons de 2005. Pensez-vous que depuis là, c'est une volonté manifeste d'assujettir son peuple, de ne pas le rendre épanoui? Croyez-vous à cela? Alors, je pense que la question est quelle était la projection, la vision, l'idéologie maîtresse de la construction du pays. Et à partir de là, de quelle personne s'entoure-t-on? Quelle est l'équipe? Quel est le type de management et quel est le type de leadership? C'est quelque chose que l'on banalise. Quand par exemple vous avez quelqu'un qui dit bon d'accord, je vais faire l'économie, je vais faire je sais pas moi les infrastructures ainsi de suite et tout ça, il y a toujours une ligne directrice qui fait que on a une projection sur 10, 15, 20, 30 ans. Et c'est en fonction de cette projection là qu'on s'entoure d'une équipe dynamique qui va permettre de construire cette projection. Là ce qui s'est passé, c'est que les gens on a du mal à comprendre la projection. Il faut bien comprendre, la projection, c'est pas demain je fais un 6 voies et je mets des immeubles. La projection, c'est pourquoi je fais 6 voies et je mets des immeubles. La projection, c'est
c'est pas juste je vais retaper l'école. La projection, c'est dans 10 ans, je veux que l'université de Lomé nous fournit 5000 docteurs, 5000 ingénieurs. C'est ça la projection. C'est ce qui aurait manqué à... Et moi, je pense que dès le début, on a du mal à lire la projection. Et donc, comment on a du mal ou bien à lire la projection, parce que savoir la projection, c'est comme, est-ce que tu veux présumer qu'il n'y avait pas de projection? Il y en avait, mais c'était pas lisible. Oui, voilà, c'est pour ça que je dis, parce que ça serait hasardeux de dire qu'il n'y a pas de projection. Ouais. L'homme d'État vous dira qu'il a une projection. Ouais. Maintenant, le souci, c'est que, est-ce que les gens ont pu lire la projection? Maintenant, ce que les gens ont vu, ils ont vu des successions de programmes. Ce que les gens ont vu, envoyer un programme de ceci, un programme de cela, un programme de ceci, un programme de cela. Et dans chacun des programmes, on a même eu de la peine à lire où est-ce quels étaient les résultats d'un programme. C'est un peu ça. Donc, oui, peut-être il y a eu une projection, mais fondamentalement, si vous sortez dans la rue, vous demandez à quelqu'un, ok, d'accord, bon, quelle était la projection? Les gens ça va être compliqué. Par contre, si vous prenez, je sais pas, des États comme, vous tapez même vous aurez la projection des États-Unis, je sais pas, de la Chine et ainsi de suite et tout ça. Donc, le souci, c'est quelle était la projection? C'est-à-dire, quand la projection a été faite, est-ce qu'il y a une projection, on s'est dit, bon, où est-ce que je serai avec le Togo dans 10 ans? Où est-ce que je serai avec le Togo dans 20 ans? Parce que c'est en fonction de cette projection-là que les gens vont vous poser la question maintenant au bout de 15 ans, 20 ans. Est-ce que c'était cela que vous souhaiteriez pour le Togo dans 10, 15 ans, puisqu'on est dans 20 ans? Si tu étais au courant de la projection d'il y a 20 ans, au vu de ce qui a été projeté, tu allais maintenant, peut-être le jour où tu as la chance de rencontrer le chef de l'État, tu vas lui demander, mais voici ce qui avait été écrit dans la projection. Est-ce que le bilan est positif par rapport à la projection que c'est pas sûr. Et à partir de là, on rentre dans un contentieux parce que effectivement les gens vont vous poser la question de savoir était-ce cela la projection pour 20 ans? Et maintenant, si ce n'est pas la projection de 20 ans, pour 20 ans, les gens vont vous poser la question de savoir pourquoi la projection de 20 ans n'a pas été atteinte. Mais alors, il y a... Et donc, quand vous allez répondre, mais les gens qui ont attendu, ils ont mis 20 ans de leur vie, ils vont vous demander, mais si la projection de 20 ans n'a pas été atteinte, et qu'on cherche à savoir pourquoi la projection c'est-à-dire pourquoi la projection n'a pas été atteinte, ça veut dire qu'il y a eu des soucis. Quels sont les soucis qui ont fait que la projection n'a pas été atteinte? Avant de te poser la question que j'aimerais te poser, qui sera la dernière question, j'aimerais quand même emprunter un peu le narratif de ceux qui pensent le contraire de ce que tu dis, que le bilan n'est pas noir. Peut-être qu'il n'y a pas eu de projection lisible, mais qu'il y a quand même eu des activités, des actions qui sont matérialisées qu'on peut aujourd'hui observer. Avec Faure Gnassingbé, on a vu des routes, il n'y en avait pas, soyons réalistes. Avec Faure Gnassingbé, on a vu la construction de l'aéroport de Lomé, on a vu des réformes qui ont conduit à la création de l'OTR, on a vu également d'autres structurations ici et là, même si c'était pêle-mêle. Est-ce que cela n'est pas quantifiable à l'actif des Faure Gnassingbé comme quand même des résultats qu'on peut exposer au peuple et lui dire, bien sûr qu'on n'a pas eu à atteindre tous les résultats, mais on a pu faire ceci. Est-ce que c'est là leur réponse? Oui, mais alors ce que tu dis est très très intéressant parce que, comment dirais-je, dans ce cas de figure, mais donc justement, les personnes qui sont, si vous voulez, des voix dissidentes, sont un appui et sont une force. Pourquoi? Parce que si effectivement il y a eu une vision, il y a eu de l'investissement, il y a eu des projets, effectivement on a eu tout un ensemble de projets et ainsi de suite, d'infrastructures et ainsi de suite, de projets qui ont été... S'il y a eu tout ça, et que effectivement la volonté a été celle de vouloir progresser, et que ça n'a pas eu les résultats escomptés, les gens ont envie de savoir qui a mis comment on dit, qui a mis du sable dans ton attiéké. Les gens, ils sont pas contre toi.
Ils veulent savoir qui sabote tes efforts. Donc, au final, celui qui dénonce, quand par exemple tu vas financer, mettons, soyons fous, tu finances une route, tu as mis les milliards, tu as mis les personnalités, et que les personnes qui sont censées bénéficier de la route, à un moment, des personnes sortent et s'insurgent, et disent, mais c'est pas possible, on a mis 2 ans, il n'y a pas eu la route, il y a des crevasses, il y a des trous, ainsi de suite et tout ça. Mais la première des choses, c'est d'aller écouter, d'aller voir ce que les gens disent. Ce n'est pas laisser, qu'on appelle ton entourage, aller, comment dirais-je, bâillonner la personne qui dit ça. Parce que la personne qui dit ça, c'est ton ami. C'est pas ces choix. Et les gens, je pense que d'ailleurs, ça a été un des grands reproches, c'est que en réalité, quand on observe le processus sur les 10, 15, 20 ans, la première reproche qui a été faite, c'est que pourquoi ceux qui sont victimes de, comment dirais-je, de mal remplir les objectifs ne sont pas pénalisés? L'impunité. Il y a l'impunité. Ce mot est revenu de façon régulière. Parce que effectivement, on est dans un pays où le chef de l'État ne s'exprime pas trop. C'est son tempérament. C'est son tempérament. Et comme il s'exprime pas trop, c'est difficile de le prendre au mot, puisqu'il s'est pas exprimé. Il n'a pas dit « moi j'ai ». Donc, dans la plupart des médias, on est beaucoup dans la supputation. On suppose qu'il a dit et qu'il a donné l'ordre, mais fondamentalement, il est très peu dans la communication. Ce n'est pas, par exemple, je sais pas moi, quelqu'un comme Talon ou quelqu'un comme Ibrahim Traoré qui va aller sur les médias, qui va dire bon, moi j'ai donné l'ordre de faire ceci, de faire ceci, de faire ceci, de faire ceci. Il n'est pas dans ça. Et donc en réalité, de façon permanente, on est dans la supputation. On dit non, on dit c'est le patron, c'est le boss qui a dit, c'est le père qui a dit, c'est le père qui aime ça, c'est lui qui aime ça. Et en réalité, on ne sait pas parce qu'il ne dit pas. La seule fois où il l'a dit, je pense, c'est une interview faite sur un média, où il reconnaît, il dit, oui, voilà, telle décision, excusez-moi, voilà ce qui s'est passé, telle décision, c'est moi qui ai pris, qui ai fait ça, ça. Bon, c'est une des rares fois. Non, c'est lui, mais le mec, il parle pas, il dit rien, il n'y a pas d'écrit, rien, on suppute. Donc, par conséquent, à défaut d'avoir celui qui est quelqu'un qui ne parle pas, bon, ok, quels sont les autres, quels sont les commanditaires des scandales que l'on voit à répétition et pourquoi ne sont pas-ils sous les, comment on appelle, poursuivis par la justice ou ainsi de suite? J'aurais appris que Forna Singbe, de sa nature, n'aime pas humilier les gens. Je te rappelle que quand il y avait eu les attaques au nord, et quand l'armée togolaise bombardait les terroristes, Forna Singbe n'a pas voulu qu'on puisse montrer les cadavres, comme c'est le cas dans les pays de l'AES. Selon lui, il n'est pas bon d'humilier ses ennemis, de montrer un peu la faiblesse de l'autre. C'est humain. Mais en arrière, on estime que dans les coulisses, il tire les oreilles à ceux qui détournent l'argent, sauf qu'ils ne le montrent pas. Alors, faut faire attention parce que après, comme je disais, on est dans une période de tout communication. Les gens, ils me demandent, il faut bien comprendre, les gens, ils ne demandent pas qu'on puisse simplement tirer les oreilles. Si par exemple tu as détourné des milliards, je te tire les oreilles et que tu vas gambader tranquillement à la plage avec les milliards que tu as détournés, pour les gens, c'est pas tourner les oreilles. Parce que les gens, je répète, ils sont sous-payés, ils ont des problèmes de loyer, ils ont des problèmes d'électricité, d'eau, ils ont des problèmes d'infrastructure, l'école et ainsi de suite. Donc, ils ont pas envie qu'on leur apprenne qu'il y a un mec qui gambade dans tout Lomé avec leurs impôts tout simplement et qu'on lui a tiré les oreilles. Absolument pas. Ce qu'ils ont envie d'entendre, c'est qui est mauvais, qui a fait. S'ils ne peuvent pas l'entendre, c'est l'argent qui a été détourné, est-ce qu'il est revenu dans les caisses? Est-ce qu'on a récupéré les sous détournés? Qu'est-ce qu'on en a fait? La personne qui détourne, elle met les sous où? Je vais donner un exemple. Moi, par exemple, j'estime que c'est un crime, quelqu'un qui prend des milliards destinés aux populations, qui ne les met pas dans une banque nationale qui puisse générer des financements. On peut faire des prêts pour les dames, pour les gens, pour ceux qui veulent construire, ainsi de suite, qui prend ces millions, qui les met dans un paradis fiscal aux États-Unis, ainsi de suite et tout ça, pour que ça fait tourner l'économie d'un autre pays. Pendant ce temps, les gens, donc ça, on tire pas simplement les oreilles. Maintenant, si l'exercice est de ne pas humilier les gens,
Mais la vérité au Togo, c'est que le directoire est omnipotent. Le directoire est omnipotent. Il n'a pas les restrictions qu'ont certains présidents dans d'autres pays. Et donc, il était tout à fait possible de faire un tribunal spécial pour juger tous ceux qui ont fait de la corruption et faire en sorte que ces personnes-là restitue l'argent qui a été détourné. Le minimum qu'elle remette ça dans les microfinances togolaises, dans les banques togolaises et ainsi de suite. Et quand je parle de microfinances togolaises et de banques togolaises, je précise bien que ça doit être des États détenus par des Togolais, de capitaux togolais, pour que les Togolais puissent rouler. Si quelqu'un a détourné 1 milliard, que vous faites revenir le 1 milliard, et que ce 1 milliard va traîner dans une microfinance, qu'elle va générer des bénéfices, et qu'on va faire des prêts à 10 millions, 20 millions, 30 millions pour des gens qui sont entrepreneurs et ainsi de suite, ça génère de la richesse, c'est à votre avantage. Les gens ils applaudissent. Mais si en catimini, parce que, ok, d'accord, ce sont des proches, il y a certaines, bon, on tire les oreilles en catimini et que finalement, au final, on ne sait pas qui a fait, on ne sait pas quand ça a été fait, on ne sait pas à hauteur de quoi ça a été fait. Mais les gens, effectivement, le seul responsable qu'elles trouvent, c'est le chef. C'est le chef. Alors, terminons avec la question. Revenons sur le cas Abron, toujours en liaison avec Front Single. Le 6 juin passé, c'était l'anniversaire du président, qui fêtait 59 ans. Bien sûr que sur les réseaux sociaux, pour une fois, les Togolais n'ont pas affiché la photo du président. Sauf que, j'aurais appris, difficile de confirmer, que la fête a bien lieu dans le palais de Front Single. Je ne pourrais pas confirmer cela, je l'ai pas vu. Mais quand le jour qui a suivi, ou bien le soir, je ne sais pas trop, Front Single a remercié les Togolais de lui avoir témoigné l'amour possible lors de la célébration de son anniversaire. Quand on sait que, en ce jour-là, il y avait des Togolais dans les rues, les Togolais ont été arrêtés, frappés, torturés. Le lendemain, le président remercie les Togolais de lui avoir souhaité son anniversaire. Pour beaucoup de personnes, c'est un foutage de gueule. Le mot est un peu fort. Beaucoup de personnes, c'est un manque de respect. Alors, comprenez-vous, est-ce que tu comprends ce silence de Front Single sur les événements du 6 juin et comment est-ce qu'il a géré le cas et jusqu'à ce jour, moi je t'emporte le mot, il est silencieux. Pourquoi l'attitude est si? Moi je trouve que c'est mal géré. Et alors je ne sais pas qui gère sa communication. C'est mal géré. C'est mal géré parce que les gens qui sont sortis pour marcher ont précisé qu'il s'agissait d'une marche pacifique. C'était précis. Tout ce qui est arrivé, il n'y a aucune logique à cela. Voilà, tout simple. Les gens ont dit qu'ils allaient faire une marche pacifique. On a fait sortir les forces de l'ordre. On a pu avorter les marches. Donc, il n'y avait pas de raison à ce que on interpelle les gens. La marche est avortée. Ils n'ont pas pu marcher. C'est fini. Affaire débat clos. Fini. 2. Même si vous avez arrêté les gens, même si vous avez interpellé les gens, vous les avez amenés, vous avez fait l'interrogatoire, ainsi de suite, il n'y avait aucune raison qui explique les sévices à la suite. Vous avez arrêté les gens, vous avez amené au camp, vous avez pris les interrogatoires. C'est fini. Il n'y a pas à faire dans l'excès. Les gens sont sortis pour, en réalité, marquer leur désapprobation. Est-ce que c'est exceptionnel? Ça n'a même pas le niveau de ce qui s'est passé en 2017. Mais absolument pas. Ça n'a pas le niveau de ce qui s'est passé en 2017. Donc, par conséquent, c'était possible de gérer la marche, d'avoir une marche pacifique. Si vous voulez interpeller les gens, de le faire dans la déontologie, de relâcher les gens, tranquillement, impeccablement, sans souci. Donc, limite, je ne comprends pas tout l'excès qui a été
étalé sur les réseaux sociaux. Parce qu'en réalité, si cela avait été fait déontologiquement, il n'y aurait pas eu tout ce que l'on a. On n'aurait pas eu RFI et France 24 suspendus. Parce que eux, ils ont répondu dessus. Ils ont rebondi dessus. On n'aurait pas eu, comment dirais-je, la relance. On n'aurait pas eu l'étalage de tous les sévices qui ont été faits. Parce que, contrairement à ce qu'on a cru, les gens se sont pas tués. Ils ont fait des photos, ils les ont envoyées, ça a fait le tour du monde. C'est parti dans les médias. Jamais plus on effacera cela. Jamais plus. C'est là, c'est dans les archives. Pourquoi le silence des fois, M. B? C'est une mauvaise communication. Parce que, comme ça. Alors, maintenant, par rapport à cette communication, à un moment, parfois, je me dis, parfois dans la vie, il faut faire attention à ceux qui disent qu'ils sont tes potes. Parce que, comme je dis, la marche, elle est pacifique. Que les gens se réunissent, marchent sur, comment dirais-je, un tronçon de voie, que vous conteniez les gens. Il y avait pas affluence. Ouais. Il n'y avait pas affluence. Ça aurait été une marche. C'est une marche tranquille. Ça aurait été même du flot parce Mais que il n'y avait pas affluence. Les gens sont marchés, ils ont manifesté, ils ont fait leur sitting, fini, ils rentrent à la maison. Ouais, si vous voulez les interpeller, vous les interpellez. Peut-être que fois, ça dit que c'est un événement. Non, mais c'est ça l'erreur. C'est que si ça avait été fait déontologiquement, oui, c'est un non-événement parce que c'est une marche pacifique. Mais dès lors que les troupes qui sont sous votre commandement, parce que c'est vous le chef suprême des armées, ont pris ces gens, ont réprimé, ont séquestré ces gens, ces personnes ont eu des sévices, sont sorties, il y a témoignage, la planète, RFI, France, c'est-à-dire, on est dans l'escalade en fait, RFI, France 24, coupé, conférence Massin, arrivé, c'est-à-dire, on est dans l'escalade. Donc ça veut dire que en réalité, non, là c'est pas un non-événement. Et le pire dans la chose, c'est que ce ne sont pas ceux qui sont sortis qui ont créé l'événement. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure pour Amron. Amron, c'est un artiste. Vous voulez compter les artistes qui ont fait des sons d'engagement? Affectio, c'est un poète. Les poètes qui ont fait des sons d'engagement, mais on peut pas finir. Vous voulez voir les reggaeman, les rappeurs, on va pas finir. Donc par conséquent, il faut bien qu'on soit clair. Ce ne sont pas les artistes qui créent l'événement, c'est pas ceux qui font la marche qui créent l'événement, c'est ceux qui sont en face, qui dans l'excès de leur réaction et dans la recherche de la non-déontologie, créent l'événement. Si vous ne tapez pas la dame, qui est celle qui a reçu les hématomes, si vous la tapez pas, où se situe le scandale? Là, actuellement, vous pouvez être n'importe qui, vous pouvez être, je sais pas, officier, ainsi de suite. Quand la dame, elle dépose ses photos, il n'y a rien à dire. Selon toi, Maurice, quelle est la suite? Aujourd'hui, nous sommes un média responsable, nous n'allons pas appeler les gens à la violence. Nous voulons quand même que ce pays soit vivable. Nous voulons quand même qu'il y ait le devenir soit assuré. Quel est l'issue favorable que tu trouves afin que les Togolais puissent respirer, que la paix revienne dans les ménages, afin que le président puisse savoir qu'il dirige un pays et que les Togolais puissent croire, aient confiance, avoir confiance à le président. Quelle issue positive présages-tu? Faire les choses convenablement. Parce qu'en réalité, c'est simplement ce que les gens demandent. Faire les choses convenablement. Faire les élections convenablement. On aura plus, justement. Non, mais c'est peut-être les élections par mais justement, législatives, mais oui, mais sauf que justement, depuis qu'on a modifié, on voit un peu comment ça va. Est-ce que ça va mieux? C'est censé, la modification était censée faire en sorte que ça aille mieux. Sauf qu'on ne va plus revenir en arrière. Oui, mais maintenant, si on ne va pas revenir en arrière, il n'y a pas de souci. On peut rectifier. Comment? On peut rectifier en faisant les choses convenablement. C'est-à-dire, en fait, la frustration du Togolais, c'est quoi? Fondamentalement. C'est un peuple, c'est des gens qui se lèvent le matin et qui ont à l'intérieur d'eux le sentiment qu'ils valent plus. Quand un Togolais s'assoit, actuellement on a 350 chaînes à la télé,
plus les réseaux sociaux, tu rajoutes TikTok. Il y a aucun Togolais qui allume sa télé, qui voit ce qui se passe, je sais pas, en Côte d'Ivoire, en France, aux États-Unis, et qui se dit, mais merde, je peux pas faire ça. Et j'ai l'impression que nos chefs d'État ne le comprennent pas. Quand par exemple tu as des cinéastes, tu as des docteurs, tu as des médecins, tu as des, je sais pas, des ingénieurs, quand ils allument leur télé, quand ils voient quelque chose faire, leur idée, ils se disent, mais, ah ouais, en fait, pourquoi j'ai pas ça? Nous, on peut faire ça. Ouais. Le seul truc qu'il y a, c'est qu'ils se disent, comme je suis au Togo, je ne peux pas faire ça. Et c'est là le souci. Sinon, il n'y a aucun Togo. Vous prenez les jeunes, vous prenez même les enfants, quand ils voient, ils allument la télé, ils disent, ah, mais ça, je peux faire ça. Donc la réaction des populations, ce sont des populations qui fondamentalement se disent qu'elles valent mieux que ce qu'elles sont maintenant. C'est ça la révolte des gens. Et donc la chose, elle est simple. Mettez les conditions pour que les gens puissent expérimenter le fait d'être mieux qu'ils ne sont actuellement. Ça passe par deux choses. Les gens ont besoin de pouvoir se projeter, c'est-à-dire faire carrière. Et les gens, fondamentalement, ont besoin de savoir que, quand ils ont des enfants, ces enfants peuvent se projeter. Ils peuvent pas cumuler le fait de se dire, ma vie est foutue, et se dire, merde, que vont devenir mes enfants? Et donc, ça passe par, tout simplement, faire les choses correctement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les hôpitaux. Ça veut dire les écoles. Ça veut dire la justice. Ça veut dire les infrastructures. Les gens, ils ont pas, ça sonne mal à l'oreille. Un Togolais qui apprend, non, voilà, tu sais, bon, l'autre là, il a pris 1 milliard, il a pris 2 milliards, il ouvre son portail, il y a une crevasse devant sa maison. Ou bien soit, il se promène, il voit peut-être le lycée à Balépédo. Il dit, mais merde. C'est pas si vous voyez. Donc, à un moment, il faut peut-être quitter son piédestal et fondamentalement renouer avec les gens et faire les choses de façon correcte. Les gens, ils demandent, et les gens, ils sont pas compliqués, hein. Les gens demandent à être payés convenablement. Ils ne veulent, comme le disent beaucoup de Togolais, ils ne veulent pas le pouvoir, ils veulent juste vivre. Mais rien. Et j'espère que les voix les plus autorisées nous sont écoutées et que nous sommes même indiens, nous devons proposer et qu'éventuellement ils pourraient prendre en compte ce que nous disons pour que le Togo soit vivable. Merci beaucoup à Ruth d'avoir accepté mon invitation.